Quand on entend le nom de Sophia Loren, on imagine des diamants, des tapis rouges et une vie douce. Mais c'est la plus grande illusion. Pour survivre, cette déesse buvait, enfant, de l'eau rouillée d'un radiateur de voiture. Quand Hollywood lui a ordonné de se faire refaire le nez, elle a envoyé les producteurs tout-puissants au diable. Elle a refusé la proposition de l'homme le plus désiré de la planète, Cary Grant, a épousé un paria et a été officiellement maudite par le Vatican. Pour donner naissance à son fils, elle s'est volontairement enfermée dans une pièce sombre pendant 9 mois. Et au sommet de sa gloire, elle s'est retrouvée dans une véritable cellule de prison. Aujourd'hui, nous allons arracher la dorure de cette icône de style et découvrir comment la cure d'un démuni a transformé ses cicatrices en armes et a mis le monde à genoux. Dans un monde où le succès se mesure en likes et la beauté en filtre, nous avons oublié à quoi ressemble une véritable légende. Nous sommes habitués aux stars aseptisées, dont les biographies sont écrites par des agents de relations publiques et les visages façonnés par des chirurgiens. Mais il y avait une femme qui a piraté ce système un demi-siècle avant l'Internet. Sophia Loren. Un nom qui résonne comme un synonyme de vie douce, de luxe et de passion italienne. Mais derrière cette façade brillante se cache une histoire qui glace le sang. Ce n'est pas le récit d'une belle chanceuse, c'est un thriller de survie. Parce que la vraie Sophia Loren est bien plus impressionnante que n'importe lequel de ses films. Acte 1. Rébellion contre le scalpel. Mon nez reste avec moi. Imaginez Rome au début des années 50. Une époque où l'industrie du cinéma fonctionne comme un immense tapis roulant sans âme. La fabrique de rêves ne se contente pas de chercher des talents, elle les produit en série. Les jeunes filles rêvant de gloire sont examinées à la loupe, mesurées au centimètre près, et impitoyablement remodelées. Front trop large, une frange. Lèvres trop fines, du rouge à lèvres au-delà du contour. Profil imparfait, le chirurgien aiguise déjà son scalpel. Dans ce système, une actrice n'est pas une personne, mais une ébauche que les producteurs doivent transformer en produit vendable. Et c'est dans ce monde aseptisé, parfumé aux celluloïdes et aux parfums de luxe, qu'entre une inconnue, Sophia Cicolone. Elle n'est pas encore la grande Lorraine. Elle est grande, anguleuse, avec un regard sauvage et une silhouette qui semble trop agressive pour les caméras de l'époque. Ses premiers essais cinématographiques tournent au désastre. Les opérateurs, habitués au visage miniature et poupée, sont déconcertés. Ils se plaignent que son nez est trop long et projettent une ombre sur son partenaire lors des baisers. Ils disent que ses hanches ne rentrent pas dans le cadre en gros plan et que sa bouche est trop large pour les scènes romantiques. Le verdict tombe, rapide et sans appel. Carlo Ponti, alors simple producteur et non encore mari, et les opérateurs posent un ultimatum. Chérie, il faut retoucher un peu ton nez et perdre quelques kilos. Sinon, tu n'es pas photogénique. À l'époque, pour n'importe quelle starlette, cela sonne comme un ordre, pas une suggestion. Refuser, c'est signer l'arrêt de mort de sa carrière avant même qu'elle ne commence. Des milliers de filles passent sous le bistouri pour une infime chance d'apparaître à l'écran. Mais Sophie fait ce qui coupe le souffle au patron des studios. Elle dit non. Ce n'est pas un caprice coquet. Elle déclare, directe et ferme, « Je ne changerai rien. Si mon nez ne convient pas à vos caméras, alors changez d'opérateur ou d'éclairage. Je retourne à Pozzuoli. » Elle attrape son sac et se dirige vers la sortie. C'est le bluff d'une joueuse sans un sou en poche, mais qui se comporte comme si elle possédait la banque. Dans ce refus se cache une sagesse profonde, presque instinctive. Sophie comprend intuitivement ce que les producteurs chevronnés ignorent, son imperfection et son atout majeur. Si elle avait raccourci son nez, elle serait devenue l'une des centaines d'Italiennes mignonnes dont personne ne se souvient aujourd'hui. Son visage aurait perdu ce caractère, cette noblesse qui, plus tard, fascinera le monde entier. Les opérateurs doivent céder. Ils sont forcés d'inventer de nouveaux schémas d'éclairage, de chercher d'autres angles, d'apprendre à la filmer pour souligner et non cacher ses particularités. Lorraine plie l'industrie à sa volonté. Elle prouve que la beauté n'est pas une conformité aux normes, mais une force de présence. Son nez reste long, ses hanches larges, sa bouche grande. Mais c'est précisément ce mélange qui crée à l'écran l'effet d'une bombe. Le spectateur ne voit pas une poupée en plastique, mais une femme vivante, de chair et de sang, authentique.
Cette rébellion devient le socle de sa légende. Mais d'où une pauvre provinciale tire-t-elle une telle confiance en elle, au point de dicter ses conditions aux millionnaires? La réponse ne se trouve pas dans les salons étoilés de Rome, mais dans la boue et la faim de son enfance en temps de guerre, où la beauté n'était pas une esthétique, mais un moyen de survie. Acte 2. Cure-dent de Pouzol. Guerre, tunnel et goût de l'eau rouillée. Pour vraiment saisir le phénomène Sophia Loren, il faut effacer de sa mémoire l'image de la diva luxueuse, parée de diamants, et revenir en enfer d'où elle a rampé. Le monde l'a retenue comme un symbole de l'abondance italienne, l'incarnation de la volupté et de la vitalité. Mais l'ironie du sort, c'est que son caractère s'est forgé dans un manque absolu, total. Avant de devenir la femme la plus désirée de la planète, elle était un vilain petit canard, moqué à l'école. Dans la petite ville de Pouzol, près de Naples, elle n'était pas connue comme la belle Sofia, mais comme Stecchetto, bâton ou cure-dent. Ce surnom était une marque cruelle. Elle était maladivement, effroyablement maigre. Ses genoux saillaient, sa peau avait une teinte terreuse, et ses yeux semblaient trop grands sur son visage émacié. Cette maigreur n'était pas le résultat d'un régime, mais la conséquence d'une sous-alimentation chronique qui hantait sa famille chaque jour. L'enfance de Sofia s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Puzzol, en tant que port stratégique et site d'usine militaire, subissait des bombardements féroces. La guerre, pour la petite Sofia, n'était pas une abstraction politique, mais l'odeur du plâtre humide, le hurlement des sirènes et une peur incessante. Le souvenir le plus terrifiant de ces années pour elle fut le tunnel ferroviaire qui servait d'abri anti-bombe. Quand les raids commençaient, sa mère la saisissait et courait vers ce trou noir, grouillant de rats, de poux et de désespoir humain. Les gens dormaient sur la pierre froide, se serrant les uns contre les autres, respirant la puanteur des corps non lavés et de la peur. C'est là, dans l'obscurité, sous le fracas des explosions au-dessus, qu'est né en elle ce sentiment que l'on prendrait plus tard, à tort, pour de l'arrogance, un désir bestial de survivre à tout prix. La faim était une compagne constante. Il n'y avait jamais de nourriture. Dans ses rares interviews, d'une franchise extrême, Lorraine se souvenait d'un moment qui aurait pu briser n'importe qui, mais qui ne fit que la renforcer. Un jour, alors qu'il n'y avait absolument rien à manger et que son estomac se tordait de crampes, elle buvait de l'eau chaude, vidée d'un radiateur de voiture. Cette eau était rouillée, avait un goût métallique et de mazout, mais elle donnait l'illusion de satiété et de chaleur. Imaginez l'icône de style futur, lapant un liquide technique sale pour ne pas mourir. Ce goût métallique est resté à jamais sur ses lèvres. Même quand la guerre s'est terminée, la pauvreté n'a pas disparu. Le salut est venu de l'ingéniosité de sa grand-mère Louisa. Dans leur minuscule salon, elle a monté un bar clandestin pour les soldats américains. C'était un établissement à la limite, liqueur de cerises maison, musique et ambiance de joie douteuse. La toute jeune Sophia, encore adolescente, y travaillait comme serveuse et plongeuse. Elle a vu la vie sans phare. Elle a vu des soldats ivres. Elle a vu jusqu'où les femmes étaient prêtes à aller pour une boîte de conserve ou une paire de bas en nylon. Cette expérience a détruit toute naïveté en elle. Elle a mûri bien avant l'âge adulte. C'est là qu'elle a compris que le monde est cruel, et si tu es faible, on te réduit en poussière. Ce souvenir de la faim est devenu son moteur éternel. Même en devenant multimillionnaire, propriétaire de villas et de chefs-d'œuvre d'art, Sophia Loren n'a jamais jeté de nourriture. Elle traitait un morceau de pain comme une relique. Son célèbre amour pour les pâtes n'est pas juste une passion gastronomique italienne. C'est le triomphe subconscient de l'ancienne cure-dent qui peut enfin manger à sa faim. Ses formes généreuses, admirées par le monde, étaient pour elle-même la preuve de sa victoire sur la mort. Mais la faim physique n'était que la moitié du problème. Bien plus effrayante était la faim sociale. Dans l'Italie catholique des années 40, être pauvre était difficile, mais être né hors mariage, c'était être maudite. Et cette marque la brûlait plus fort qu'un estomac vide. Acte 3. Le stigmate du péché. Un nom sans père et l'honneur acheté. Si la faim physique tordait l'estomac, le statut social brûlait de l'intérieur comme du napalm. Dans l'Italie fasciste et profondément catholique des années 30, on pardonnait la pauvreté, mais jamais le péché. Naître hors mariage n'était pas juste une bizarrerie juridique, c'était une marque indélébile qui condamnait l'avenir de l'enfant avant même qu'il ne sache parler. Sofia Cicolone est née avec ce stigmate, illégitime.
Son père, Riccardo Scicolone, était tout le contraire de son entourage. Beau, ambitieux, issu d'une famille noble, respectable, il construisait sa carrière d'ingénieur. Pour lui, sa liaison avec Romilda Villani, la mère de Sofia, n'était qu'un épisode agréable. Romilda était d'une beauté éclatante. Elle avait gagné un concours de sosie de Greta Garbo et rêvait de scène. Mais pour Riccardo, elle restait une femme de second ordre. Quand Romilda est tombée enceinte, Riccardo a agi comme beaucoup d'hommes de l'époque, préoccupé par leur réputation, mais pas par leur honneur. Il a reconnu sa paternité, donnant à Sofia son nom de famille, Scicolone, mais a catégoriquement refusé de l'épouser. Il a laissé la mère avec le bébé dans la misère, retournant à sa vie respectable à Rome, où il a ensuite épousé une femme convenable. Pour la petite Sofia, cela signifiait vivre au cœur des doubles standards. Elle portait fièrement le nom de son père, mais vivait dans les taudis avec sa mère déshonorée. Les voisins à Pouzzoles étaient impitoyables. Chaque matrone se sentait obligée de jeter un regard oblique sur Romilda, la fille de mauvaise vie, et son bâtard. Sofia grandissait dans une atmosphère où sa simple existence était la preuve du péché maternel. Elle voyait sa mère lutter désespérément, jusqu'à l'hystérie, pour préserver un semblant de dignité, mais se heurter à chaque fois au mur du mépris social. La situation s'est aggravée à la naissance de sa petite sœur, Maria. Riccardo Scicolone a fait preuve d'un cynisme encore plus grand. Cette fois, il a refusé même de donner son nom à l'enfant. Maria est restée Villani, sans père, sans nom, une paria absolue. Cette différence entre les sœurs est devenue une plaie ouverte dans la famille. Sofia voyait Maria souffrir, privée même de ce lien illusoire avec le père qu'elle-même avait. C'est alors, dans son enfance, que Sofia a appris une leçon cruelle. Les hommes sont faibles, vaniteux et peu fiables. L'amour d'un père ne se mérite pas, il ne se mendie pas. Mais, comme elle l'a découvert plus tard, il peut s'acheter. Des années plus tard, quand Sophia Loren est devenue une star et a gagné ses premiers gros cachets, elle a fait un geste qui caractérise le mieux son rapport à la sainteté des liens du sang. Elle est allée voir son père, non pour des embrassades. Elle est venue avec son carnet de chèques. Sofia a proposé à Riccardo Scicolone une somme considérable. Selon les rumeurs, 1 million de lire, une somme colossale pour l'époque, en échange de la reconnaissance officielle de Maria comme sa fille et de lui donner son nom. C'était une pure transaction commerciale. L'ingénieur Scicolone, en difficulté financière, a pris l'argent et signé les papiers. Sofia a acheté un nom pour sa sœur, comme on achète une maison ou une voiture. À cet instant, elle a définitivement détruit le pouvoir de son père sur elle. Il a cessé d'être une figure mythique dont elle cherchait l'approbation, se transformant en un petit homme vendant sa paternité pour de l'argent. Cet épisode est devenu la pierre angulaire de son caractère. La discipline de fer de Lorraine, sa distance et sa capacité à garder ses distances ont grandi de cette humiliation d'enfance. Elle s'est jurée de créer une famille et un statut que personne n'oserait jamais remettre en question. Elle devait devenir irréprochable pour effacer la souillure de ses origines. Elle avait besoin de plus que du succès. Elle avait besoin de légitimité. Et elle avait besoin d'un homme qui serait l'opposé complet de son père biologique. Pas un bel emballage vide, mais un mur de fiabilité. Le destin préparait déjà sa rencontre avec celui qui deviendrait tout pour elle, père, mari, producteur et architecte de son univers. Acte 4. Pygmalion et Galatée. Carlo Ponti, père, mari et architecte. Quand la jeune Sofia Scicolone, âgée de 16 ans, rencontre Carlo Ponti pour la première fois, ce n'est pas le coup de foudre au sens hollywoodien du terme. C'est la rencontre de deux êtres qui se complètent parfaitement. Nous sommes en 1950. Le décor, un énième concours de beauté provincial. Ponti est dans le jury, Sofia défile dans une robe cousue à partir d'un rideau. Il a 38 ans. Petit, rondouillard, dégarni, avec des yeux tristes, mais aussi l'un des producteurs les plus influents d'Italie. Elle est grande, sans éducation, une sauvageonne des bas-fonds, cherchant non pas un prince, mais une protection. Dans Ponti, Sofia voit non pas un amant, mais le père qu'elle n'a jamais eu. Celui qui ne trahira pas, ne l'abandonnera pas, et surtout, lui apprendra à vivre. Ponti, lui, voit en elle un diamant brut d'une incroyable valeur. Il comprend ce que d'autres ont manqué. Sa vulgarité est une façade, son intelligence et son instinct sont phénoménaux.
Ainsi commence l'un des plus grands projets de l'histoire du cinéma. Ponty devient son Pygmalion. Il façonne méthodiquement une icône mondiale à partir de l'allumette. Première étape, il efface le nom Skicolone, trop plébéien, et invente le pseudonyme Lorraine. Sonore, court, avec une touche de froideur scandinave contrastant avec sa chaleur méridionale. Puis vient l'entraînement. Ponty la force à lire des classiques, lui enseigne l'étiquette, l'anglais et l'art de s'habiller. Il l'emmène dans les musées, lui expliquant la différence entre le bon goût et le kitsch. Mais Sofia n'est pas une poupée passive. Elle absorbe ce savoir avec l'avidité d'une bête affamée. Elle sait que c'est sa chance de cesser d'être une paria. Cependant, leur alliance dépasse bientôt le cadre professionnel et se heurte à un obstacle qui pourrait les détruire tous les deux. Carlo Ponti est marié. Dans l'Italie catholique de l'époque, le divorce n'est pas seulement difficile, il est juridiquement impossible et interdit par l'Église. L'État et le Vatican défendent les liens sacrés du mariage jusqu'à la mort. Toute tentative de Ponti de légaliser sa relation avec Sofia les transforme en criminels. Mais il joue le tout pour le tout. En septembre 1957, les avocats de Ponti obtiennent un divorce au Mexique, non reconnu par l'Italie, et par procuration, y enregistrent un mariage avec Lorraine. Les jeunes mariés ne sont même pas présents à la cérémonie. Leurs rôles sont joués par deux avocats mexicains. La réaction en Italie est monstrueuse. Le Vatican, par le biais de son journal L'Osservatore Romano, les stigmatise comme pécheurs publics. Carlo est accusé de bigamie, un crime passible de prison, et Sofia de cohabitation illégale. Les organisations catholiques appellent au boycott des films de Lorraine. Les mères ferment les yeux de leurs enfants devant ces affiches. On la traite de concubine, de destructrice de famille, de prostituée. Imaginez ce paradoxe. La femme la plus désirée du monde, acclamée par Hollywood, ne peut pas marcher dans son propre pays sans risquer un crachat au visage ou une citation à comparaître. Ils deviennent des exilés. Ils doivent fuir l'Italie. Pendant des années, ils vivent en Suisse et en France, comme des nomades de luxe, craignant de franchir la frontière italienne où un mandat d'arrêt pèse sur Ponty. Cette guerre contre le système dure presque une décennie. Ce n'est qu'en 66 qu'ils trouvent une issue. Ponty et sa première femme Giuliana, qui, soit dit en passant, les soutient et souhaite divorcer, renoncent à leur citoyenneté italienne et prennent la nationalité française avec Sofia. Le président Georges Pompidou signe personnellement le décret. Ce n'est qu'en devenant citoyen français que Carlo peut légalement divorcer et épouser Sofia. Cet enfer les soude à jamais. Ponty ne se contente pas de faire d'elle une star, il défie pour elle le pape et la loi italienne. Et elle, rejetant les avances des plus beaux acteurs de la planète, reste fidèle aux producteurs chauves, car elle sait, la beauté fane, mais la loyauté, éprouvée par le tribunal et l'exil, est éternelle. Mais tandis qu'il lutte contre la bureaucratie, le monde devient fou de son corps. Et une seule photo lors d'une soirée mondaine révèle à quel point ce mélange d'innocence et de vice est explosif. Acte 5. Un regard qui déshabille. La bataille de la dignité contre le sensationnalisme bon marché. Avril 1957. Beverly Hills. Restaurant Romanoff. Une soirée qui devait couronner Sophia Loren à Hollywood. Le studio Paramount organisait un dîner somptueux en son honneur. Toute la crème de la société, producteurs, réalisateurs et stars de premier plan, étaient réunis pour accueillir la nouvelle sensation européenne. Sophia, assise en tête de table, calme, majestueuse, dans une élégante robe noire sobre. Elle rayonnait de cette classe que Carlo Ponti avait si soigneusement cultivée en elle. Elle était prête à être la reine de la soirée. Puis, en plein milieu du dîner, les portes s'ouvrent et Jane Mansfield entre en scène. Mansfield incarnait le rêve américain de la bombe sexuelle, poussée à l'extrême, jusqu'à la caricature. Si Lorraine était la réalité, Mansfield était une fantaisie hypertrophiée, faite pour les posters dans les cabines de routiers. Elle était en retard exprès. Un classique de la starlette avide de voler la vedette. Elle se dirige droit vers la table de Sofia, bousculant les photographes, et s'affale sur une chaise à côté d'elle. Jane portait une robe satinée d'un rose choquant, trop petite de 2, voire 3 tailles. La profondeur de son décolleté défiait non seulement les lois de la décence, mais aussi celles de la physique. On aurait dit que le tissu tenait par un miracle de gravité. Elle se penche vers Sofia pour la saluer, et à cet instant,
le photographe Joe Scher appuie sur le déclencheur. C'est ainsi qu'est née l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de la pop culture. Sur cette photo, on voit une Mansfield éclatante, vulgaire, dont la poitrine déborde littéralement du décolleté, prête à s'exposer à la presse mondiale. Et on voit le regard de Sophia. Ce n'est pas un regard de jalousie, comme les tabloïds l'ont souvent mal interprété. Ce n'est pas le regard d'une rivale évaluant une concurrente. Dans les yeux de Lorraine, on lit une pure, authentique horreur, mêlée d'incompréhension. C'est le regard d'une femme qui a survécu à la guerre et à la faim, face à une femme qui a transformé son corps en caricature pour une popularité bon marché. Des années plus tard, fatiguée des spéculations, Sophia Loren a expliqué ce moment avec une honnêteté brutale. Regardez la photo. Où sont mes yeux? Je regarde ces tétons parce que j'ai peur qu'ils tombent dans mon assiette de soupe. Cette phrase résume toutes leurs différences. Pour Mansfield, se dénuder aurait été un triomphe, un coup de pub. Pour Lorraine, élevée dans la stricte morale du sud de l'Italie, cela aurait été une honte publique, une catastrophe dont elle aurait eu honte en tant que voisine de table. Cette image est devenue le symbole de la collision de deux époques et de deux philosophies. À gauche, le rêve américain synthétique, une blonde, remodelée, criarde, accessible. À droite, la réalité européenne, une brune, réservée, fermée, pleine de dignité. Lorraine, à ce moment-là, ne regardait pas seulement un décolleté. Elle regardait dans l'abîme de la vulgarité et refusait d'y tomber. Ce regard en coin est devenu légendaire, non pas à cause de la situation piquante, mais à cause de la réaction de Sophia. Elle n'a pas ri, n'a pas joué le jeu, n'a pas essayé de surpasser Jane en déboutonnant un bouton. Elle est restée boutonnée jusqu'au cou, non seulement dans sa tenue, mais aussi dans son comportement. Elle a gardé la face, tandis que Mansfield perdait la sienne. Il est intéressant de noter que tout au long de sa vie, les fans ont présenté cette photo à Lorraine pour un autographe des milliers de fois. Et chaque fois, elle a catégoriquement refusé de la signer. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, et par respect pour la mémoire de Jane Mansfield, qui n'est plus parmi nous, je ne vais pas immortaliser ce moment de faiblesse, disait-elle. Dans ce refus, la véritable noblesse de Sophia s'est manifestée. Elle comprenait qu'être une star ne signifie pas briller à tout prix. Cela signifie connaître ses limites et garder son respect de soi, même quand le cirque règne autour. Hollywood a essayé de la vendre comme une énième bombe sexuelle, mais Lorraine, par ce seul regard, a fait comprendre « elle n'est pas là pour être un clown, elle est là pour être une actrice ». Et tandis que Jane Mansfield continuait à jouer le rôle de la blonde écervelée jusqu'à sa fin tragique, Sophia Loren se préparait à faire quelque chose de totalement inimaginable pour une beauté de son statut. Elle s'apprêtait à enlever son maquillage, enfiler des haillons et se vieillir de 20 ans pour un rôle qui ferait oublier au monde son décolleté et révélerait son âme. Acte 6. Un Oscar dans une langue étrangère. En 1960, Hollywood semblait avoir définitivement assigné à Sophia Loren sa place dans la chaîne alimentaire de l'industrie. Elle était ce fruit exotique, un ornement de l'écran, l'italienne sensuelle dont le rôle se résumait à ajuster ses bas avec grâce et à lancer des regards langoureux à ses partenaires. Les producteurs voyaient en elle un profit, les hommes une fantaisie, mais personne ne la considérait comme une grande actrice dramatique. Personne, sauf le réalisateur Vittorio De Sica. Quand l'idée d'adapter le roman d'Alberto Moravia, La Ciociara, a émergé, le plan était classique. Les investisseurs américains voulaient voir Lorraine dans le rôle de la fille, la jeune et innocente Rosetta. C'était logique. Sophia n'avait que 25 ans. Elle était au sommet de son attrait sexuel. Pour le rôle de la mère, la veuve épuisée saisira, ils envisageaient Anna Magnani, une actrice tragique reconnue. Mais Magnani a refusé, affirmant que Lorraine était trop grande et plantureuse pour être sa fille. C'est alors que Sophia a fait un geste fou, suicidaire pour une carrière de sexe symbole. Elle a déclaré à De Sica « Je jouerai la mère ». À 25 ans, sans enfant à elle, elle a pris le rôle d'une femme brisée par la guerre, une femme traînant sa fille adolescente à travers l'enfer de l'occupation. Pour comprendre l'ampleur de ce risque, imaginez Margot Robbie, au sommet de Barbie, acceptant de jouer une réfugiée de 50 ans en haillons. Lorraine n'a pas simplement enlevé son maquillage, elle a détruit son « moi » glamour. Sur le plateau, il n'y avait plus de diva. Il y avait une paysanne aux cheveux sales, dans des chaussures usées et une robe décolorée qui pendait sur elle comme un sac.
Mais la transformation la plus terrifiante s'est produite en elle. Pour le rôle de Césira, elle n'avait pas besoin de jouer selon la méthode Stanislavski. Elle devait simplement se souvenir. Se souvenir de l'odeur de ce tunnel à Pouzzoles. Se souvenir du goût de la peur quand les bombes sifflaient au-dessus de sa tête. Se souvenir des yeux de sa mère Romilda, qui, tout comme Césira, essayait de la protéger de son corps des horreurs de la guerre. Sofia ne jouait pas un personnage fictif. Elle incarnait sa propre mère, lui rendant hommage et vivant sa douleur. Le point culminant du film était la scène du viol dans une église bombardée. C'est l'une des scènes les plus effrayantes et réalistes de l'histoire du cinéma de l'époque. Il n'y a pas un gramme d'érotisme, pas un soupçon de souffrance belle. Les soldats s'attaquent à la mère et à la fille, et nous voyons non pas une star de cinéma, mais une bête blessée. Le hurlement que pousse Lorraine quand elle réalise qu'elle n'a pas pu protéger son enfant n'est pas un cri d'actrice. C'est un son primal qui glace le sang. Dans ce cri, il y avait toute la douleur de l'Italie, toute la rage de la féminité bafouée. Quand le film est sorti, les critiques sont restés sans voix. Ils n'ont pas reconnu la poupée italienne. Sur l'écran, ils voyaient une grande actrice tragique du niveau d'Eleonora XII. La cérémonie des Oscars de 62 arrive. Sophia Loren est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Mais elle reste à Rome. Elle ne croit tellement pas en sa victoire qu'elle a peur même de se rendre à la cérémonie. Si je perds, je veux pleurer dans mon oreiller, pas devant les caméras. Et si je gagne, je vais juste m'évanouir sur scène, disait-elle. Cette nuit-là, elle ne dort pas. À 6 heures du matin, le téléphone sonne dans son appartement romain. C'est Cary Grant. Il hurle dans le combiné 2 mots seulement. « Tu as gagné !» C'était un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire des Oscars, une actrice remporte le prix de la meilleure actrice pour un film dans une langue étrangère, non anglaise. L'Académie américaine, connue pour son snobisme et sa barrière linguistique, a capitulé devant la puissance de son talent. Sophia Loren a prouvé que l'émotion n'a pas besoin de traduction. Cette statuette est devenue son laissez-passer. Elle n'était plus simplement une belle femme qu'on pouvait remplacer par un nouveau modèle. Elle est devenue intouchable. Elle a forcé Hollywood à respecter non pas ses hanches, mais ses larmes. Mais l'ironie du sort voulait que ce même Cary Grant, qui lui a annoncé sa victoire, rêvait de lui offrir bien plus que de bonnes nouvelles. Il lui proposait son cœur, et son refus est devenu un autre chapitre de son livre de fidélité à elle-même. Acte 7. Cary Grant et la tentation du conte de fées. Pourquoi la réalité a triomphé du rêve. 1957. Espagne. Sur le plateau du blockbuster historique Orgueil et Passion. L'air est brûlant, mais l'électricité ne crépite pas dans le ciel. Elle est entre les 2 acteurs principaux. D'un côté, Sophia Loren, 22 ans à peine. Elle se sent encore comme une gamine de Pozzuoli, jouant à être une star. De l'autre, Cary Grant, 53 ans. Pas juste un acteur, un dieu vivant d'Hollywood, l'incarnation de l'élégance masculine, un nom synonyme de gentleman. Grant tombe amoureux d'elle instantanément et irrévocablement. Ce n'est pas une aventure de vieux séducteur, c'est une obsession. Lui, habitué à ce que les femmes tombent à ses pieds, rencontre soudain une résistance. Sophia est différente, sauvage, indomptable, mais incroyablement entière. Grant l'entoure d'attentions dont rêve chaque ménagère américaine. Dîner aux chandelles, longues conversations, humour subtil et, enfin, une demande en mariage. Imaginez l'ampleur de cette tentation. L'homme le plus désiré de la planète lui offre tout. Statut, citoyenneté américaine, vie luxueuse à Malibu, protection contre tous les maux. Devenir Madame Cary Grant signifiait grimper instantanément au sommet de l'échelle sociale, oublier les guerres avec les lois italiennes, les problèmes de visa, la pauvreté passée. C'était le scénario d'un conte de fées hollywoodien parfait. Cendrillon et le prince. Et que proposait la réalité? Carlo Ponti. Petit, de 22 ans son aîné, marié à une autre femme, sous la menace de poursuites pénales en Italie. Ponti ne pouvait lui offrir un mariage somptueux, juste une union secrète au Mexique par avocats interposés. Il ne pouvait lui offrir une vie tranquille, seulement des procès interminables et des scandales. Le choix semblait évident. Toute femme sensée aurait choisi Grant. Mais Sophia Loren a choisi Ponti. Pourquoi? Parce que Sophia avait un instinct de survie unique. Elle comprenait une chose fondamentale, inaccessible à beaucoup. Cary Grant aimait son image,
sa beauté exotique, sa jeunesse. Mais il était d'une autre culture, d'un autre monde. Pour être avec lui, elle aurait dû cesser d'être italienne. Elle aurait dû se briser, s'adapter à son monde raffiné, parler une langue étrangère, penser selon des catégories étrangères. Elle serait devenue un trophée, un bel accessoire à son smoking impeccable. Avec Carlo, c'était différent. Ponti savait qui elle était vraiment. Il connaissait l'odeur du tunnel de Pozzuoli. Il comprenait son dialecte, ses gestes, son tempérament explosif. Avec lui, elle n'avait pas besoin de prétendre être une dame. Ils étaient de la même trempe, pasta de la même pâte. Carlo était ses racines, son ancre dans ce monde fou. Grant était un feu d'artifice, Ponti un fondement. Et Sofia, ayant survécu à la guerre, savait que les feux d'artifice s'éteignent, mais que le fondement soutient la maison. Refuser Grant ne fut pas facile. Pendant le tournage de leur prochain film, Maison sur l'eau, la tension était insupportable. Le scénario, par ironie du sort, exigeait que leurs personnages tombent amoureux et se marient. Dans la vie, Sophia prenait alors la décision la plus difficile. Elle a dit non à Grant. C'était un acte d'une maturité incroyable. À 23 ans, elle a renoncé à l'illusion pour la réalité. Elle a choisi une vie compliquée, embrouillée, pleine de problèmes avec un homme de chez elle, plutôt qu'une image de magazine avec un étranger. Cary Grant, en vrai gentleman, a accepté sa défaite avec dignité. Ils sont restés amis pour la vie. Ce fameux appel de félicitations pour l'Oscar, la preuve qu'il a pardonné son choix. Mais pour Sophia, ce moment fut un tournant. En refusant la voie facile, elle a préservé son identité. Elle est restée Sophia Loren, sans devenir une énième épouse hollywoodienne. Cependant, en choisissant l'identité italienne, elle a fait face à un nouveau défi. Le monde de la mode des années 60 exigeait des femmes qu'elles deviennent des elfes éthérés, à la manière de Twiggy. Mais Lorraine a encore défié les attentes, transformant son corps et son appétit en déclaration politique. Acte 8. Le corps comme manifeste. Pattes, hanches généreuses et aisselles non rasées. Au milieu des années 60, le monde de la mode subit un bouleversement tectonique. L'ère des formes voluptueuses de Marilyn Monroe s'éteint, laissant place à un tout autre idéal. Sur les couvertures des magazines, Twiggy règne en maîtresse. Une fillette frêle, presque translucide, aux yeux immenses et dépourvue de toute féminité secondaire. L'androgynie, les coupes géométriques et la maigreur frôlant l'épuisement deviennent la norme. La femme ne doit plus ressembler à une mère ou une amante. Elle doit évoquer un elfe éthéré ou un cintre pour robe de haute couture. Et dans ce monde obsédé par les régimes et les centimètres, Sophia Loren débarque comme un ouragan. Elle ne se contente pas de ne pas correspondre aux nouveaux standards, elle en est la réfutation vivante et vibrante. Sa célèbre phrase « Tout ce que vous voyez, je le dois aux spaghettis », souvent perçue comme une coquetterie, est en réalité un manifeste politique. Pour quelqu'un dont l'enfance a été marquée par la faim, renoncer à la nourriture pour la mode semble un sacrilège, un péché contre la vie elle-même. Sophia Loren mange des pâtes non pas par gourmandise, mais parce qu'elle peut se le permettre. Chaque assiette de spaghettis est sa victoire personnelle sur la pauvreté de Pozzuoli. Elle transforme ses formes en armes de destruction massive. Tandis que les actrices hollywoodiennes s'affament de pamplemousse et d'eau, s'évanouissant de faim sur les plateaux, Lorraine commande des repas complets. Elle cuisine dans sa caravane, nourrit l'équipe de tournage et, surtout, mange elle-même, avec appétit, passion et plaisir. Elle redonne à la nourriture son sens sacré. C'est le carburant de la vie, pas l'ennemi de la beauté. Son corps est un hymne à la vitalité. Des hanches larges, une poitrine haute, une taille puissante. Tout cela crie santé, capacité à enfanter, force de survivre à n'importe quel hiver. Lorraine prouve que la sensualité réside dans l'énergie, pas dans la taille des vêtements. Elle ne cherche pas à se glisser dans les robes. Elle oblige les couturiers à adapter leur modèle à elle. Mais le défi le plus audacieux à la culture plastique d'Hollywood est sa naturalité dans des détails qui aujourd'hui déclencheraient un scandale sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous des célèbres photos sur les tapis rouges ou des scènes de films des années 50 et début 60. Sophia lève les bras pour saluer la foule et on voit des aisselles non rasées. Pour l'Amérique aseptisée, où chaque poil sur le corps d'une femme est un affront à l'hygiène et à la décence, c'est un choc. Les producteurs la supplient de se raser. Les agents murmurent que c'est inesthétique et rustique.
Mais Lorraine hausse les épaules. Pour elle, c'est la norme d'une femme européenne, un signe de naturel. Elle ne compte pas devenir une poupée lisse et en plastique pour apaiser les névroses de quelqu'un. Je suis une femme, pas un mannequin, proclame-t-elle à chaque apparition. Ses aisselles non rasées, comme son refus de retoucher son nez, deviennent le symbole de sa liberté intérieure. Elle dit au monde, regardez, je suis vraie. J'ai des poils, j'ai de l'appétit, j'ai une odeur, je transpire, je vis. Et paradoxalement, c'est cette animalité qui rend les hommes fous. Face aux starlets uniformes, aseptisées, parfumées à la laque, Lorraine apparaît comme une déesse de la fertilité descendue de l'Olympe. Elle légitime le droit des femmes à être corporelles. Elle montre qu'on peut être une grande actrice tout en aimant son corps tel qu'il est, sans se soucier des tendances. Lorraine a survécu à la mode de Twiggy, à celle du chic héroïne des années 90, à celle du silicone des années 2000. Les tendances meurent, sa beauté reste une constante. Cependant, derrière cette démonstration extérieure de santé et de force, se cache une profonde tragédie personnelle. La femme, qui semble être la mère idéale, ne peut pas accomplir sa mission première pendant de longues années. Son corps, si parfaitement façonné pour l'amour, la trahit quand il s'agit de donner naissance à une nouvelle vie. Acte 9. Le prix de la maternité. 9 mois en isolement hôtelier. Au milieu des années 60, Sophia Loren avait tout ce dont une femme pouvait rêver. Une renommée mondiale, un Oscar, des cachets en millions et l'amour d'un homme pour lequel elle avait défié le Vatican. Mais derrière le masque de déesse italienne de la fertilité se cachait un vide béant. Le destin lui avait joué un mauvais tour. Celle dont le corps était devenu un symbole mondial de vitalité et de maternité ne pouvait physiquement pas porter un enfant. Ce n'était pas qu'un problème médical, c'était une torture publique. La presse italienne, cruelle et cynique, ne manquait jamais une occasion de frapper là où ça faisait mal. Les journalistes parlaient de malédiction, insinuant que l'infertilité était une punition pour sa liaison avec le marié Ponti. Chaque nouveau rôle de mère au cinéma était perçu comme une moquerie. Lorraine jouait des femmes entourées d'enfants, mais rentrait dans une maison vide où le silence résonnait. Elle a vécu 2 fausses couches. La première en 63, la seconde en 67. La deuxième fois fut une véritable catastrophe. Elle a perdu l'enfant au 5e mois, alors qu'elle sentait déjà ses mouvements. La douleur était si insupportable que Sofia est tombée dans une profonde dépression. Les médecins haussaient les épaules. « Signora, vous avez de belles hanches, mais votre utérus est faible. Résignez-vous. Vous êtes actrice, pas mère. » Pour une femme élevée dans la culture napolitaine, où les enfants sont le centre de l'univers, le mot « résignez-vous » n'existait pas. Lorraine a pris ce diagnostic comme un défi. Elle a trouvé le professeur Hubert de Watteville à Genève, qui a émis l'hypothèse qu'elle manquait d'œstrogène. Mais le traitement exigeait un sacrifice inhumain. Pour mener une grossesse à terme, elle devait devenir une statue. Quand en 68, elle est tombée enceinte pour la 3e fois, Sofia a disparu. Elle s'est enfermée dans une chambre au 18e étage de l'hôtel Intercontinental à Genève. Ce n'était pas un repos au lit au sens habituel, c'était un emprisonnement volontaire. Les médecins lui ont interdit tout. Elle ne pouvait pas se lever, pas s'asseoir, pas regarder la télévision pour ne pas s'inquiéter des nouvelles, pas même parler fort au téléphone. Les fenêtres étaient hermétiquement fermées pour que la lumière vive ne perturbe pas son système nerveux. Elle mettait des bouchons de coton dans ses oreilles pour éviter tout bruit soudain qui pourrait provoquer un spasme. Imaginez une femme pleine d'énergie, une bourreau de travail habituée au rythme du plateau, clouée au lit 24 heures sur 24, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Les seules distractions étaient de regarder les fissures au plafond et les rares visites de son mari. On lui apportait ses repas au lit et on la nourrissait à la cuillère. Les infirmières administraient des injections d'hormones à l'heure précise. La peur de perdre l'enfant était plus forte que l'ennui. Chaque fois qu'une porte claquait dans le couloir, le cœur de Sofia s'arrêtait. Elle menait au dialogue mental avec son corps, le suppliant de ne pas rejeter cette nouvelle vie. C'était une torture psychologique par l'isolement, que même un espion aguerri aurait du mal à supporter, et encore moins une star de cinéma choyée. Mais elle a tenu bon. Le 29 décembre 1968, après une césarienne, Carlo Ponti Jr. est né. Quand on lui a montré son fils, Sofia n'a pas pleuré. Elle a hurlé. Un cri de victoire sur la nature, sur les médecins, sur la presse médisante. La photo de Lorraine dans sa chambre d'hôpital, sans maquillage, épuisée, mais tenant un bébé dans ses bras,
a fait le tour du monde. Dans ses yeux sur cette photo, il y a plus de triomphe que lors de la remise de l'Oscar. Le plus étonnant, c'est que 4 ans plus tard, elle a répété cet exploit. Pour la naissance de son deuxième fils, Eduardo, elle est retournée dans la même clinique, sous le même régime d'immobilité totale, traversant à nouveau des mois d'isolement. Ces 2 cicatrices de césarienne sont devenues pour elle les plus grandes récompenses de sa vie. Elle a prouvé que la maternité n'est pas une donnée biologique, mais un travail. Un travail dur, sanglant, exigeant le sacrifice de soi. Après cela, plus personne en Italie n'a osé la traiter de pécheresse. Elle est devenue la Madone. Mais le destin lui réservait encore une épreuve de force. La femme, qui s'était volontairement enfermée dans un hôtel pour ses enfants, se retrouverait bientôt enfermée dans une véritable cellule de prison. Mais cette fois, pas de son plein gré. Acte 10. 17 jours dans la cellule numéro 1. Une reine en tenue de prisonnière. Le 19 mai 1982, l'Italie retient son souffle. Les journaux télévisés s'ouvrent tous sur la même image incroyable. Une voiture de police noire transporte la plus célèbre italienne du monde, non pas sur le tapis rouge du Festival de Cannes, mais vers la prison pour femmes de Caserte. Sophia Loren, détentrice de 2 Oscars, icône de style et muse des grands réalisateurs, devient officiellement la détenue numéro 44 781. La cause de ce spectacle absurde, une simple erreur bureaucratique. En 1974, son comptable fiscal a commis une inexactitude dans sa déclaration. Il s'agissait d'une somme équivalente à seulement 180 millions de lire, environ 4 000 $ à l'époque. Une broutille pour une star de son envergure. La plupart des célébrités auraient engagé une armée d'avocats, traîné l'affaire pendant des décennies ou simplement évité de revenir dans le pays. D'autant plus que Lorraine avait déjà un passeport français et une maison en Suisse. Mais Sophia a agi comme seule une vraie Napolitaine pourrait le faire, pour qui l'honneur prime sur le confort. Elle a volontairement pris l'avion pour Rome afin de purger une peine de 30 jours. « Je vais en prison pour pouvoir voir ma mère et ma terre. Je ne veux pas vivre en exil », a-t-elle déclaré à l'aéroport, entourée de carabiniers. Un geste d'héroïne antique. Elle s'incline devant la loi pour ne pas s'incliner devant sa conscience. La prison de Caserte n'était pas un sanatorium. C'était un véritable établissement pénitentiaire avec ses règles strictes, son odeur de chlore et le bruit des verrous métalliques. La direction lui a attribué une cellule individuelle, cellule numéro 1, anciennement une infirmerie. Elle contenait un simple lit de fer, un lavabo, un bidet et une petite fenêtre grillagée donnant sur la cour intérieure. L'arrivée de Lorraine derrière les barreaux a eu l'effet d'une bombe. Les autres détenus, voleuses, escrocs, prostituées, n'en croyaient pas leurs yeux. Elle s'attendait à voir une diva capricieuse exigeant des draps de soie, mais Sophia est entrée dans la cellule avec la même dignité qu'elle avait en entrant dans les palais royaux. Elle ne s'est pas plainte. Elle a retiré ses célèbres lunettes, effacé son maquillage et enfilé une tenue simple. Son quotidien en prison est devenu légendaire. Lorraine a refusé les privilèges alimentaires, mais on lui a permis de cuisiner elle-même sur un petit réchaud, car la nourriture de la prison était immangeable. Bientôt, l'arôme de la sauce marinara s'est répandu dans les couloirs, se mêlant à l'odeur du tabac bon marché. Sophia s'est liée d'amitié avec les gardiennes et les détenus. Elle écoutait leurs histoires, donnait des conseils, consolait les pleureuses. Pour ces femmes, elle n'était plus l'étoile inaccessible des magazines. Elle était devenue l'une d'elles, une sœur de misère. Mais le plus étonnant se passait à l'extérieur des murs de la prison. L'amour du peuple pour Lorraine, attisé par le sentiment d'injustice de la condamnation, a déferlé dans les rues. La prison de Caserte s'est transformée en lieu de pèlerinage. Des milliers de fans veillaient jour et nuit aux portes. Ils apportaient des montagnes de fleurs qui ont bientôt recouvert tous les murs extérieurs du bâtiment. Ils chantaient des sérénades napolitaines sous sa fenêtre, criaient des mots de soutien et maudissaient la police fiscale. Chaque soir, Sophia s'approchait des barreaux de sa cellule et saluait la foule. Ce geste, une main avec une alliance serrant les barreaux, est devenu le symbole d'un esprit indomptable. Elle a transformé son incarcération en triomphe. Les autorités voulaient l'humilier en montrant que, devant la loi, tous sont égaux. Mais elles ont obtenu l'effet inverse. Elles ont fait d'elle une martyre. Après 17 jours, le juge, voyant cet incroyable engouement et le comportement exemplaire de la détenue numéro 1, a signé un décret de libération anticipée. Le 5 juin 1982, lorsque les portes de la prison se sont ouvertes,
Sophia Loren en est sortie non pas comme une criminelle ayant purgé sa peine, mais comme une héroïne nationale. Elle était pâle, amaigrie, sans une once de maquillage, mais la foule l'a accueillie comme si elle venait de remporter la Coupe du monde de football. Les gens pleuraient, jetaient des fleurs sous les roues de sa voiture et tentaient de toucher ses vêtements. Ces 17 jours en cellule ont fait plus pour sa réputation que n'importe quelle campagne de relations publiques. Elle a prouvé que l'on peut porter une couronne même en tenue de prisonnière. Elle a montré que la grandeur d'une personne se définit par sa force intérieure, non par son environnement. Lorraine est sortie de prison la tête haute, consolidant définitivement son statut de mère de l'Italie, que le peuple est prêt à pardonner et à protéger de tout tribunal. Cependant, cet épisode a également marqué une sorte de tournant. En retrouvant la liberté, Sofia a compris qu'il était temps de clore l'époque de la simple actrice. Le monde changeait, et pour rester à flot, il fallait devenir quelque chose de plus grand. Il fallait devenir une marque. Acte 11. L'Empire a son nom, lunettes, parfums et livres de cuisine. Au début des années 80, Sophia Loren fait face à une vérité cruelle qui détruit des centaines de carrières à Hollywood. Elle approche de la cinquantaine. Pour une industrie obsédée par la jeunesse, c'est l'âge de l'invisibilité. Les rôles de femme fatale vont aux jeunes de 20 ans, et elle est encore trop éblouissante pour jouer les grands-mères. La plupart des stars de sa génération s'éteignent dans l'oubli, dilapidant leurs millions en chirurgie esthétique et en jeunes gigolos. Mais Sophia Loren est d'une autre trempe. Le spectre de la fin de Pozzuoli, qui l'a hanté toute sa vie, lui a enseigné la règle de survie ultime: ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Si le cinéma ne peut plus la nourrir comme avant, elle devient elle-même une industrie. Elle est l'une des premières à comprendre ce qui semble évident aujourd'hui pour toute star d'Instagram, mais qui était alors révolutionnaire. Une actrice n'est pas juste un visage à l'écran, c'est une marque. Elle commence à vendre non pas ses rôles, mais son italianité. Le premier coup de maître est le parfum. En 1981, alors que le marché des parfums de célébrités est quasi inexistant, Elizabeth Taylor lancera le sien bien plus tard, Sophia signe un contrat avec le géant Coty. Le parfum est simplement nommé Sophia. C'est un risque. Les critiques se moquent. Qui voudrait sentir comme une femme de 50 ans? Il s'avère que des millions le veulent. Lorraine participe personnellement à la création de la fragrance. Elle insiste sur des notes lourdes et riches de jasmin et de rose, qui évoquent les jardins d'Italie et non les laboratoires stériles de New York. Elle ne vend pas juste un parfum, elle vend un flacon de confiance. Les femmes achètent Sophia non pas pour l'odeur, mais pour l'illusion qu'en appliquant quelques gouttes sur leurs poignets, elle gagnerait un peu de sa prestance royale. Le deuxième coup, encore plus génial, est le lancement d'une ligne de lunettes. Avant Sophia Loren, les lunettes sont considérées comme une prothèse médicale, un signe de vieillesse ou de rat de bibliothèque. Les porter est honteux. Sophia les transforme en accessoires de mode incontournables de la décennie. Elle porte elle-même de grandes montures voyantes qui font office de masques et de boucliers. Sa collection de montures devient un best-seller. Lorraine a compris la psychologie des femmes mûres. Les lunettes permettent de cacher les premières rides autour des yeux, d'ajouter de la géométrie et du mystère au visage. Elle légitime le droit des femmes à vieillir avec style. Les lunettes ne sont pas une béquille pour les yeux, c'est un maquillage qu'on n'a pas besoin de démaquiller, dit-elle. Chaque paire est vendue avec sa photo, et les femmes se les arrachent, car Sophia a rendu l'intelligence sexy. Mais le pilier de son empire commercial est les livres de cuisine. Et là encore, le principe de réalité fonctionne. Si une Audrey Hepburn hypothétique avait publié un livre de recettes, personne ne l'aurait cru. Mais quand le livre de Sophia Loren, Cuisiner avec amour, sort, c'est une bible d'honnêteté. Ce livre n'a rien de glamour. Sophia est photographiée en cuisine, manches retroussées, couverte de farine, pétrissant la pâte de ses mains fortes. Elle n'a pas peur de paraître ménagère. Les recettes sont simples, paysannes, riches et caloriques, exactement comme elle les cuisine. Elle écrit sur la nourriture avec la passion que d'autres réservent à leurs amants. C'est un marketing génial. À l'époque de l'aérobic et des régimes, quand Jane Fonda exhorte les femmes à jeûner et à faire des abdos, Lorraine dit « Mangez des pâtes, buvez du vin, aimez la vie ». Elle devient une indulgence pour des millions de femmes fatiguées par la dictature de la minceur. Le livre devient un best-seller international, traduit en dizaines de langues. Sophia ne vend pas des recettes de sauce bolognaise, elle vend du réconfort, de la stabilité et la joie de vivre, qui manquent tant dans le monde froid de la mode. À la fin des années 80,
Sophia Loren est plus riche que jamais. Elle ne dépend plus des appels des réalisateurs. Elle a bâti une forteresse financière reposant sur 3 piliers: le parfum, le style et le goût. Elle a monétisé chaque aspect de sa personnalité, transformant le nom Loren en gage de qualité. Elle peut désormais se permettre de ne plus travailler. Mais elle continue à tourner, non plus pour l'argent, mais pour le plaisir. Et, ce qui est le plus surprenant, elle ne cherche pas à rajeunir. Elle se prépare à affronter la vieillesse comme elle a affronté la pauvreté et la gloire, avec le dos droit. Acte 12. Beauté éternelle. 90 ans de dignité. À Hollywood, il y a une règle tacite mais cruelle. Une actrice a une date de péremption. Dès que les premières rides apparaissent au coin des yeux, le téléphone de l'agent cesse de sonner. Les grandes beautés du passé choisissaient l'une des deux stratégies, soit s'enfermer entre 4 murs, comme Greta Garbo, cachant leur déclin au monde, soit se lancer dans une course folle contre la nature, transformant leur visage en masques figés avec des injections. Vieillir dans l'industrie du cinéma était synonyme de défaite, une maladie à cacher honteusement. Sophia Loren, qui a fêté ses 91 ans en septembre 2025, a choisi une troisième voie. Elle a décidé de vieillir publiquement, bruyamment, avec la même dignité éclatante qu'elle portait autrefois des bas déchirés dans la Ciociara. Le tournant, quand le monde a compris que Loren était intemporelle, est arrivé en 2007. Elle avait 72 ans, un âge où la plupart des femmes de sa profession écrivent leurs mémoires et dorlotent leurs arrière-petits-enfants. Et Sophia Loren a posé pour le calendrier Pirelli. Pour comprendre l'audace de ce geste, il faut se rappeler: le calendrier Pirelli est la bible de l'érotisme pour les initiés, un sanctuaire de jeunes top modèles au corps parfait. Y voir apparaître une femme de 72 ans n'était pas juste une exception, c'était un défi lancé à toute l'industrie de la beauté. Sur ces photos, Loren ne cherchait pas à se faire passer pour une jeune fille. Elle portait de la lingerie noire, fière, avec une coiffure volumineuse et un décolleté plongeant. Elle ne cachait ni son cou, ni ses mains. Elle regardait la caméra avec un sourire ironique qui disait: « Oui, je suis vieille, et alors, je suis toujours magnifique. » C'était un acte de courage incroyable. Loren a prouvé que la sexualité ne meurt pas avec le cycle menstruel. Elle a montré que le charme n'est pas une police, mais une énergie qui émane de l'intérieur. Ce calendrier est devenu une sensation non pas à cause d'un corps nu, mais à cause de la vérité nue. Une femme reste une femme jusqu'à son dernier souffle. Mais elle a définitivement affirmé son statut de grande réaliste en 2020, quand elle est revenue au grand écran après une pause de 10 ans. Le film La vie devant soi, réalisé par son fils Edoardo Ponti, est devenu son chant du cygne et en même temps un manifeste. À 86 ans, Sophia a joué Madame Rosa, une vieille juive, survivante d'Auschwitz, ancienne prostituée, qui finit ses jours en s'occupant des enfants de femmes déchues comme elle. Ce film ne contient pas une once de glamour. Eduardo a filmé sa mère en gros plan impitoyable. On voit chaque tache pigmentaire, chaque ride profonde sur son visage, ses cheveux clairsemés, son regard éteint. Beaucoup d'actrices seraient tuées pour que ces images soient brûlées. Elles auraient exigé de filtres spéciaux, du flou, un bas sur l'objectif. Loren, elle, a interdit la retouche. Elle a permis à la caméra de voir sa fragilité. Dans les scènes où Madame Rosa perd la raison et s'éteint, Sophia ne joue pas. Elle vit son propre crépuscule. Elle est assise dans un fauteuil à la cave, et on ne voit pas une légende du cinéma mondial, mais un être fatigué, prêt à rencontrer l'éternité. Ce rôle a été son plus grand triomphe, précisément parce qu'il était honnête. Loren n'a pas eu peur d'être laide, vieille et faible. Et paradoxalement, c'est dans cette faiblesse que sa force titanesque s'est manifestée. Elle a dit au monde: « Voici mon visage. C'est la carte de ma vie. Il y a les traces de mes larmes, de mes rires, de mes peurs. Les effacer, c'est effacer mon histoire. » Dans ses interviews des dernières années, elle a formulé une philosophie qui devrait devenir un mantra pour chaque femme qui craint le miroir. Il existe une source de jouvence, c'est votre esprit, votre talent, la créativité que vous apportez à votre vie et la vie de ceux que vous aimez. Quand vous apprendrez à boire à cette source, vous vaincrez vraiment l'âge. Sophia Loren aujourd'hui, ce n'est pas une vieille dame en mini-jupe, c'est une grande dame, la reine-mère du cinéma. Elle marche avec une canne, mais son dos est droit comme une corde. Elle porte des lunettes,
mais son regard est toujours aussi perçant. Elle a prouvé que la beauté éternelle existe, mais son prix est l'acceptation de soi. Tandis que d'autres essaient de retrouver le passé avec le scalpel d'un chirurgien, elle savoure le présent. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de célébrités, et jamais le concept de star n'a été aussi galvaudé. Aujourd'hui, pour devenir célèbre, il suffit d'un téléphone, d'une lampe annulaire et de 15 secondes de chance dans les algorithmes de TikTok. La gloire est devenue un fast-food. On la consomme à la volée. Elle est éclatante, accessible, mais elle ne nourrit pas et s'oublie instantanément. Sophia Loren est le dernier bastion d'une époque où les étoiles n'étaient pas générées, mais forgées. Elle est un monument vivant d'un temps où le chemin vers la gloire passait non par une danse virale, mais par la guerre, la faim et le travail acharné sur le plateau. La tragédie du monde moderne n'est pas que Loren vieillit, mais qu'après son départ, le trône restera vide à jamais. Il n'y aura pas de nouvelle Sophia Loren. Et voici pourquoi. Le principal secret de la grandeur de Loren et de sa génération, c'est la distance. À l'âge d'or d'Hollywood et du cinéma européen, un fossé infranchissable existait entre le spectateur et la divinité à l'écran. On les voyait seulement dans la salle obscure. On ignorait ce qu'ils mangeaient au petit déjeuner, à quoi ressemblait leur salle de bain et avec qui ils s'étaient disputés 5 minutes auparavant. Ce mystère engendrait le mythe. Aujourd'hui, cette distance est anéantie. Les réseaux sociaux ont transformé les dieux en voisins de palier. On voit les stars en pyjama, sans filtre dans des stories d'inconnus, on sait tout de leur cellulite et de leurs opinions politiques. La magie a disparu. Impossible de vénérer une femme qui vient de vous vendre du thé minceur ou de se plaindre de la livraison de repas. Sophia Loren n'a jamais été une copine pour le public. Elle était un rêve qu'il fallait atteindre. Elle a gardé son mystère même à l'ère d'Internet, restant un livre fermé qu'on veut relire, mais qu'on ne peut pas compléter. La deuxième raison de l'extinction des grands, c'est l'absence de fondation. Le caractère de Loren a été forgé dans le plomb de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses yeux, même lorsqu'elle sourit sur le tapis rouge de Cannes, on lit toujours ce tunnel à Pozzuoli. C'est le regard de quelqu'un qui a vu la mort et l'a vaincue. Les stars modernes, élevées dans le confort et l'abondance, ne peuvent, même si elles le voulaient, jouer cette profondeur. Elles n'ont pas cette expérience. Leur tragédie, c'est une annulation sur Twitter, pas le bombardement de leur ville natale. L'art exige de la souffrance, ou au moins du dépassement. Loren est devenue grande non pas parce qu'elle était belle, il y en avait des milliers de belles, mais parce que sa beauté était une forme de survie. Elle portait en elle l'histoire d'une nation entière, humiliée mais pas brisée. Que portent en eux les influenceurs modernes? Seulement eux-mêmes et leurs contrats publicitaires. Sophia Loren est une pièce unique, un travail artisanal dans un monde de production en série. Elle n'a pas changé de visage pour suivre les tendances, n'a pas changé de mari pour le buzz, n'a pas changé de principe pour des likes. Elle est restée elle-même pendant 70 ans. Cette constance semble aujourd'hui inimaginable. Dans un monde où les stars s'allument et s'éteignent en une saison, où les idoles sont changées comme des gants, sa figure monumentale ressemble à une statue antique au milieu d'un magasin de vaisselle jetable. Quand elle partira, une porte gigantesque et lourde se refermera sur le passé. Nous perdrons le lien avec une époque où le cinéma était plus grand que la vie, et une actrice plus qu'une simple femme. Nous resterons avec nos stars éphémères, qui ont des millions d'abonnés, mais pas un gramme de l'immortalité contenue dans un seul mouvement de tête de Sophia Loren. Elle a prouvé que la véritable grandeur ne peut pas être gonflée par des bottes. Elle ne peut être que souffert et vécue. Et c'est là son dernier, le plus silencieux et le plus triste des enseignements pour nous tous. Une réalité pleine de douleur et de dignité sera toujours supérieure à la plus parfaite des fantaisies numériques. Sophia Loren n'a jamais été qu'une belle femme. Des belles femmes, le cinéma en a connu des milliers, mais la plupart ne sont que des photos fanées sur les murs des vieux cinémas. Loren est devenue bien plus, un monument à la résilience humaine. Son histoire n'est pas un conte de Cendrillon chanceuse rencontrant un prince. C'est la chronique d'une bataille cruelle et sanglante pour le droit d'être soi-même. Elle a lutté contre la faim dans le tunnel de Pouzzoles, contre les producteurs qui voulaient lui refaire le nez, contre le Vatican qui la traitait de pécheresse, contre la nature qui lui refusait des enfants, et contre le système carcéral qui tentait de la briser. Et dans chacune de ces batailles, elle en est sortie victorieuse.
Pas parce qu'elle avait des hanches parfaites ou un regard envoûtant, mais parce qu'elle avait une colonne vertébrale d'acier. La leçon principale de Sophia Loren pour nous aujourd'hui est d'une simplicité assourdissante et en même temps révolutionnaire. Vos défauts sont votre plus grand atout. Le monde essaiera toujours de vous conformer à une norme. On vous dira que vous êtes trop bruyant, trop silencieux, trop gros ou trop vieux. L'industrie vous vendra l'idée que le bonheur, c'est un visage retouché et une vie empruntée. Mais regardez Sophia. Elle n'a corrigé aucun de ses traits qui la rendaient imparfaite. Elle a forcé le monde à aimer son imperfection. Elle a transformé son long nez en profil d'impératrice, ses rondeurs en étalons de sensualité et ses origines modestes en aristocratie de l'esprit. À une époque où tout le monde veut paraître parfait, Sophia Loren a choisi d'être authentique. Et c'est pour cela qu'après tant d'années, nous la regardons encore, le souffle coupé. La réalité, acceptée avec fierté, surpasse toujours la plus parfaite des fantaisies. Que faire de cette information? La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir et que vous voudrez corriger quelque chose en vous pour plaire aux autres, souvenez-vous de la petite fille maigrelette de Naples. Souvenez-vous comment elle a dit non à tout Hollywood pour rester fidèle à son reflet. Et demandez-vous, je veux être une copie confortable ou un original inoubliable? Si cette histoire vous a redressé le dos, alors Sophia Loren a tout fait correctement. Et maintenant que vous avez vu l'envers de la vie brillante d'une icône, peut-être devriez-vous vous demander quelles autres biographies parfaites sont en réalité construites sur la douleur et le dépassement. Le monde est plein d'histoires où derrière les diamants se cachent des cicatrices, et ce sont ces cicatrices qui les rendent inestimables. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour ne rien manquer des nouvelles.